putain. Bon, les amis, il faut qu'on parle. Salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 du spin-off Walking Dead Daryl Dixon. Donc le spin-off centré sur Daryl Dixon en France. Comme vous pouvez le constater, pas de vidéo réaction parce que, quand même pas déconner. Moi, je suis désolé, mais j'ai pas envie de passer du temps à faire une vidéo réaction qui va me prendre une journée entière pour ça, en fait. Je suis désolé, donc je préfère juste en faire une critique. J'espère que l'épisode 4 se rattrapera, auquel cas, je verrai si je fais une vidéo réaction ou pas. Mais si ça reste dans le même délire que ce qu'on a vu pour l'épisode 3, autant vous dire qu'il y aura que de la critique, hein. Je vais pas m'emmerder parce que je veux bien faire des efforts, je veux bien faire des sacrifices, mais il faut que derrière il y ait quelque chose. Sinon, ça sert à rien. Bref, je vais passer en revue ce qui se passe dans cet épisode en faisant une espèce de récapitulatif critique. Voilà, donc je vais récapituler un petit peu ce qui s'est passé dans l'épisode tout en critiquant un peu. Et par la suite, je vous donnerai un avis global sur ce que j'ai pensé de cet épisode et sur ce que je pense de ce début de spin-off, donc de ces 3 premiers épisodes. Donc, nous avons nos chers compagnons, donc Daryl, Isabelle et Laurent. Donc, je ne sais pas s'ils partent en direction de Paris ou si c'est bien le Mont-Saint-Michel qui est censé être leur terminus. Faudrait que je revoie la carte parce qu'honnêtement, je comprends pas trop ce qu'ils font et ce qu'ils veulent faire parce que d'un côté, tu sais pas si la mission de Daryl c'est d'amener le gamin au Mont-Saint-Michel ou dans le lieu tout simplement où il est censé aller, ou si la mission c'est de trouver un bateau pour se barrer. Parce que clairement dans l'épisode, ça tourne autour de ça. Ça tourne sur le fait de trouver des gens qui vont aider Daryl à trouver une radio, mais je vais y revenir, et surtout à trouver un bateau. Donc je disais, on passe par Angers, donc on s'arrête dans la ville d'Angers, ville dans laquelle on ne va pas s'arrêter longtemps. Alors on voit un petit peu des plans de la ville qui sont assez stylés. Il y a d'autres plans, notamment celui d'un bâtiment où tu sens le fond vert, hein. C'est catastrophique, tu sens que c'est en fond vert. Et c'est très mal fait, c'est assez immonde. Alors d'habitude, je suis le dernier à faire ce genre de critique. Je n'aime pas parler justement de tout ce qui est fond vert, etc. Mais on va y revenir parce que dans cet épisode, il y a une scène, faut qu'on en parle. Donc, il passe à Angers pour trouver un type. Alors, je sais pas c'est quoi son nom et quelque part je m'en fous un peu, qui devrait avoir une radio. Donc, on s'arrête dans cette ville d'Angers pour trouver une radio. J'ai pas trop compris ce qu'ils voulaient en foutre, mais bon, peu importe. C'est même pas ça le problème. J'ai envie de dire, c'est même pas le problème de qu'est-ce qu'ils vont faire de la radio. Déjà, le truc qui me fait tiquer, c'est ils sont vraiment obligés de traverser la France pour trouver une radio. Non, parce que si on regarde bien la carte de France, quand on voit qu'il était dans les alentours de Marseille, en tout cas dans la région du Sud, ça me paraît quand même assez gros qu'ils soient obligés de traverser toute la France pour trouver une radio. Alors que techniquement, il y en avait une à l'endroit où ils étaient, c'est-à-dire dans l'église. Alors je sais plus, je crois qu'elle marchait pas trop ou qu'il y avait un truc comme ça, mais ça coûtait rien de rester là ou de revenir tout simplement, parce que de toute façon tout le monde est mort, et même pas, parce qu'ils se barrent. Ils se barrent, tout le monde est mort, les méchants sont partis, enfin Cotron, là je sais pas quoi, Codron, pardon, ils se barrent. Donc au final, ils sont sur place et ils ont une radio à portée de main. Alors pourquoi ils essaient pas de faire marcher cette radio-là? Déjà. Bon après bon, on va te dire oui, elle est cassée, nanani, nana, ok, mais ils sont vraiment obligés de traverser toute la France pour trouver une putain de radio. Donc déjà rien que là, il y a un truc qui va pas et que je comprends pas. Ensuite, ils doivent aller aussi à Paris. Et quand on regarde encore une fois sur une carte, Angers, c'est plus haut que Paris. Donc je t'imagine même pas le détour qu'ils font. Et en plus, ils sont en calèche les mecs, hein. Alors je sais pas combien de temps ils passent, mais ça va leur prendre des semaines. Bref, passons. Donc, on arrive chez ce fou, je vais l'appeler le fou, parce que vraiment, il a une tête de fou, hein. Il a une tête, on dirait Emmett Brown dans Retour vers le futur, avec moins de cheveux blancs, quoi, tu vois. Et on a donc tout un délire, parce que le mec a complètement tourné la carte, donc il est devenu complètement taré, et il a fait un système d'orchestre avec des rôdeurs. Donc, il les attache, il leur met une espèce d'instrument de musique, et en fonction de comment il les fait bouger, ça fait de la musique. J'ai pas compris le délire. Alors oui, dans l'idée, on peut trouver ça stylé, original, tout ce que vous voulez, mais et c'est vrai que quand on le regarde, on dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, on n'avait jamais vu ça, c'est excellent, allez à la limite. Mais en fait, quand tu te poses 5 minutes et que tu analyses, tu te dis mais c'est n'importe quoi en fait. C'est vraiment n'importe quoi.
Bref, je vais pas parler pendant 2 heures de cette scène-là, parce qu'honnêtement, je vous dis que je suis assez mitigé par rapport à ça, parce que si c'est vrai que d'un côté, on peut se dire, c'est assez original, de l'autre côté, c'est tellement what the fuck que ça te sort complètement de l'épisode, quoi. Bref, donc nos héros ne vont pas rester à Angers, et ils se barrent très vite pour aller donc en direction de Paris. On va voir pas mal de monuments, et on va faire pas mal de références à certaines choses qu'il y a en France, dans le côté positif, parce que vous allez voir que s'il y a un gros côté négatif dans la représentation de la France imaginée par les ricains, vous allez voir que là, ça va pas être la même chose. Donc, on voit la Tour Eiffel, on voit un petit bout de Notre-Dame de Paris. Il y a une référence au musée d'Orsay, ou le quai d'Orsay, je sais plus. Non, c'est le musée d'Orsay, je crois. Enfin, un musée, en tout cas. Et on a le Père-Lachaise, parce qu'à un moment donné, on arrive dans un grand cimetière, on comprend que c'est le Père-Lachaise, et on a la tombe de Jim Morrison. Voilà, donc pour les références. Mais voilà, bon, c'est pas mal, hein. Il y a toujours plus ou moins des références. Je l'avais évoqué notamment dans l'épisode précédent avec l'école Simone Veil, Astérix, etc. Donc c'est bien qu'ils fassent ça, qu'ils mettent en avant quelques références de la culture française. Mais vous allez voir que très vite on bascule dans la beaufitude de tout ce qu'il y a de français. On a un acteur qui est assez connu d'ailleurs. Il faudrait que je retrouve son nom. Je l'ai pas en tête, mais je vous le mettrai en post-prod. Je vous l'écrirai là quelque part, hein, sur l'écran. Que j'aime beaucoup, qu'on a vu dans pas mal de films. Et qui est une caricature ambulante de ce qui se fait en France, quoi, hein. Bon, il parle anglais, mais encore une fois, il parle dans un anglais un peu approximatif. À la limite, il parle anglais comme nous, nous tous, on parle anglais, hein, c'est-à-dire un petit mot en anglais, un petit mot en français, on mélange tout ça, ce qu'on appelle communément du franglais, hein, avec un accent très français de sa prononciation anglaise. Donc ça passe. Mais alors déjà, on a aucun système de communication. On est vraiment, je vous dis, les Français dans ce spin-off, on passe vraiment pour des arriérés, des incultes. On n'a aucune infrastructure. Et vous allez voir que je vais faire un parallèle avec la série mère. C'est quand même assez affligeant, quoi. On n'a pas de système de communication parce qu'on parle de radio et là on te sort des pigeons. Ok, on va faire passer des messages par pigeons voyageurs. Non mais what the fuck, quoi. Et le pire c'est pas ça, c'est que le pigeon. Comment il s'appelle le pigeon dans l'épisode? Le pigeon s'appelle Zizou. Ils ont appelé Zizou le pigeon. Alors si ça c'est pas de la bouffitude de ce qu'on peut trouver de clichés dans la France, dites-moi ce que c'est, quoi. Mais bref, je vais revenir en fin d'épisode sur tout ça parce que vous allez voir, je vais avoir des choses à dire parce que ça m'a un peu gonflé. Donc dans ce cimetière que j'évoquais précédemment, on rencontre le personnage de Falou, je crois que c'est Falou qui s'appelle, qui apparemment attendait la venue de Laurent parce qu'il connaissait le père Martin, je crois que c'est ça. Et ils attendaient la venue de Laurent. Donc apparemment, le fait que ce gamin il est spécial, ça a fait le tour de la France, hein. Tout le monde est au courant qu'il y a ce gamin, qu'il y a un truc bizarre avec lui. Tout le monde le connaît en tout cas. Alors on a le retour de Codron, qui d'ailleurs d'un épisode à l'autre est guéri de ses blessures. Quand on voit les épisodes, c'est-à-dire qu'on regarde l'épisode 2 et on voit l'épisode 3, on passe d'un mec affaibli qui marche avec une canne, qui boite, etc., à un épisode où il est complètement guéri et il est bien, il est en forme. Alors c'est vrai que au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il se fout de notre gueule ou quoi? Dans l'épisode d'avant, il était blessé et là, il a rien. Et après, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, notamment au fait que Daryl et Isabelle, etc., ils parcourent un long chemin pour parcourir la France. Je me dis qu'il y a quand même beaucoup de jours qui se passent, voire même de semaines. Ce qui pourrait expliquer et la logique du fait que Codron soit soigné. D'accord. Donc, Codron rencontre Jeunet ou Jeunette, je sais pas comment on dit, c'est la dame, je crois, qui a l'air d'être un peu celle qui dirige un petit peu tout ça. C'est une sorte de gouverneur, de Negan, enfin bref, c'est celle apparemment qui dirige une espèce de communauté qui chapeaute un petit peu tout ce qui se passe en France. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois et que je le comprends, et qui va s'associer donc à cette dame pour retrouver Daryl. Alors je sais pas ce qu'ils lui veulent, parce que ça c'est pareil, on n'a pas vraiment de réponse à qu'est-ce que Daryl fout en France. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce bateau? Parce qu'apparemment, voilà, il est clair qu'il était sur un bateau, que ça s'est mal passé. On le voit dans le trailer, il y a des explosions, etc. Et il se retrouve à échouer, enfin à dériver dans la mer pour arriver à Marseille. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien avec cette dame, cette fameuse Jeunette. Donc qui veut apparemment également trouver Daryl. Donc Codron, alimenté par sa haine et sa soif de vengeance, parce que Daryl a tué son frère, va tout faire pour essayer de retrouver Daryl, et il le dit d'ailleurs lui-même, qu'il ne lâchera rien, ce qui ne présage d'ailleurs rien de bon. Enfin, ce qui présage rien de bon. Ça c'est pareil, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut vraiment craindre pour Daryl? Bref. On voit d'ailleurs dans cette scène, la fameuse scène où Codron rencontre Jeunette,
que les Français, enfin du moins des scientifiques français, font des expériences sur les rôdeurs pour créer des espèces de variants. Donc là, on le voit, il y a une espèce de variant qui a l'air assez costaud, qui a l'air d'avoir une force assez particulière, qui brise les chaînes, qui le maintiennent attaché, quoi, tout simplement. On peut également supposer, ça ne fait aucun doute, que c'est également de là que viennent les brûleurs, ces fameux rôdeurs variants, on va dire, que l'on voit et que dans le premier épisode, et qu'on le revoit d'ailleurs dans cet épisode-là. Je sais pas qu'est-ce que c'est leur délire de créer des variants, parce que là on n'est même plus dans le délire de trouver un remède contre le virus. Non, on essaie de trouver des variants pour transformer des rôdeurs en une arme en fait, tout simplement, et quelque chose de plus terrible que ce que représente en termes de menaces et de dangers potentiels les rôdeurs en général. Là, on les transforme en quelque chose de bien plus grand. Je sais pas où ça va nous mener, mais j'imagine que très certainement on essaie de s'en servir pour avoir une espèce d'armée de rôdeurs un peu bizarre comme ça, peut-être pour assurer sa protection, mais je comprends pas trop le délire de faire ça en fait. Et alors là-dessus, je voudrais revenir. C'est est-ce que les variants que l'on voit également dans la série mère viennent également de France, ou est-ce que les scientifiques français collaborent avec des scientifiques américains et notamment du Commonwealth, ce qui pourrait justement relier un petit peu tous les spin-offs entre eux. Est-ce qu'ils se passent pas le mot pour essayer de faire des expériences chacun de leur côté bref, t'as compris le délire, quoi. En tout cas, ça fait partie des scènes dans cet épisode, en tout cas, que j'ai trouvé assez intéressant, voire même intriguant. On retourne à Paris, donc, chez Sœur Isabelle. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'on va à Paris, c'est parce qu'à mon avis, elle a des connaissances, elle, sur place, de personnes qui peuvent aider Daryl, qui peuvent les aider à trouver une radio, etc. Ce qui pourrait, à la limite, aller, j'ai envie de dire, avoir une certaine logique dans le fait qu'ils vont ici spécialement pour trouver une radio et pas ailleurs. Pourquoi pas, mais bon, je trouve quand même ça fait cher le voyage. Et puis pareil, tant qu'on reste du côté de Daryl, si le but c'est de lui trouver un bateau, bah il y avait un port à Marseille. Hein. Je pense que des bateaux, en faisant le tour, tu finissais par en trouver un, ou au moins d'en trouver un suffisamment en bon état pour pouvoir le réparer et se barrer, quoi. Bref, ça c'est encore un autre problème. Donc on retourne chez Isabelle où Daryl finit par se rendre compte que ce qu'on savait déjà depuis l'épisode 2, à savoir que Isabelle avait un passif qui était très loin d'être celui qu'elle a aujourd'hui. Hein. Elle était à milieu d'être la bonne sœur qu'elle était, la religion, etc. Bon, il sait pas tout ce que nous on sait, tout ce qu'on a vu de sa vie d'avant, mais voilà. Il en a un petit avant-goût de ce que pouvait être Isabelle avant. Je suis pas sûr que ça fasse avancer les choses, mais quand même. En revanche, on va revenir sur un truc que j'avais évoqué dans l'épisode précédent, la gamine qui s'appelle Aimée, où je vous évoquais le fait que j'étais pas sûr que ça soit la même fille que Isabelle Delès qu'on voit après en rôdeur dans le trailer, et encore que dans la critique je vous avais dit que c'était clairement elle, c'était quasiment sûr, même costume, même coupe de cheveux, etc. Et là on a la réponse finale, c'était bien cette gamine qui a été mordue donc très tôt, hein, parce que c'est un rôdeur qui est encore enfant, donc elle a dû mourir très certainement dans les heures qui ont suivi son départ. Et donc on la retrouve quasiment au même endroit où elle l'avait laissé, quoi. J'ai du mal avec le traitement qui est fait avec cette gamine, parce que déjà dans l'épisode précédent, tu vois qu'elle la laisse en plan, elle essaie pas de l'aider, elle essaie même pas d'essayer de retrouver sa mère, parce que j'avais évoqué le fait que oui, elle pouvait peut-être pas l'embarquer comme ça, d'un certain côté, parce que bon, tu peux pas embarquer un enfant qui est pas le tien, mais de l'autre côté, je trouvais ça assez bizarre que tu cherches pas à l'aider plus que ça, en fait. Voilà, sans forcément l'embarquer avec elle, parce que dehors c'est le chaos, c'est l'apocalypse et que tu comprends pas ce qui se passe, mais pris dans le feu de l'action, etc. Enfin, je sais pas, tu laisses pas une gamine comme ça en plan, enfin, moi j'ai trouvé ça assez bizarre. Et de l'autre côté, là, on la retrouve et elle essaie pas de finir la gamine, entre guillemets, la sortir de cette vie cruelle de rôdeur, quoi, tu vois, de la tuer tout simplement. Et non, je sais pas, et passer à autre chose. Et putain, et puis je suis désolé, là je suis obligé de reparler de cette scène parce que justement, tout à l'heure, je vous parlais des fonds verts. On a un truc, mais en fond vert dégueulasse, vraiment dégueulasse, où on a des rôdeurs qui tombent des fenêtres et qui s'éclatent par terre, et c'est tellement mal fait, quoi. C'est un truc de fou. D'habitude, je dis rien parce que visuellement, faut vraiment regarder et avoir l'œil. Là, c'est vraiment flagrant, quoi. C'était vraiment laid, c'était vraiment moche. Et je trouve ça dommage parce que ça casse un petit peu tout ce qu'on a eu jusqu'à présent où ça tenait à peu près la route, quoi. Mais bon, je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas vraiment le truc qui m'énerve le plus avec ce spin-off, avec cet épisode. Hein. Donc ensuite, on va passer par les catacombes de Paris. Alors, dit comme ça, waouh, les catacombes de Paris, on voit les catacombes dans Walking Dead. Waouh, génial. Non, on les voit 10 secondes, hein. Calmez-vous. Mais on voit des petits tunnels, effectivement, avec des ossements, etc. Et on sait que c'est les catacombes parce qu'ils l'évoquent. Mais
On les voit très peu pour pouvoir vraiment en parler pendant 4 heures, mais de l'autre côté, je peux pas ne pas le mentionner non plus, parce que c'est quand même sympa d'avoir au moins montré ça. Mais là où ça me fait chier, c'est que justement, on les voit que 10 secondes. Et je suis désolé, mais tu as là un élément de décor et d'ambiance phénoménal pour une scène, j'ai envie de dire d'anthologie, un truc où tu es en huis clos, t'es cloisonné en fait, tu vois, t'es dans les catacombes. On aurait pu faire une scène un peu anxiogène, je sais pas, dans l'obscurité, etc., avec des rôdeurs, peut-être même des variants. Enfin, on aurait pu faire un truc de fou, et puis au final, vraiment, je m'attendais à ça. Quand je les ai vus dans les catacombes, je me suis dit, waouh, il va y avoir un truc de fou. Puis en fait, non. 10 secondes après, ils sont en dehors des catacombes, il se passe rien. Je trouvais ça dommage, en fait, hein, d'avoir les catacombes et de pas s'en servir, quoi. Et donc, on sort des catacombes pour arriver dans une espèce de boîte de nuit pour Bobo. J'ai pas compris ça non plus. C'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, mais les gars, mais t'as toujours des gens qui vont faire la fête avec des espèces de danseuses, j'allais dire stripteaseuses, non, mais des danseuses qui font très cabaret. Il y a une chanteuse aussi, d'ailleurs, une chanteuse de cabaret. Il y a un trans qui fait des annonces, je sais pas ce qu'il fout là, lui, c'est pareil, je comprends pas ça. Je veux dire, bon, qu'en 2023, bon, il y a ce genre de choses, tu peux comprendre, hein. On a tellement, on est tellement bien, en fait, dans nos vies, tu vois, hein, on n'est pas en guerre depuis 60 millions d'années, bon. Voilà, on a le temps de gamberger à des trucs de fou comme ça, mais quand c'est l'apocalypse, je pense pas que t'aies le temps de te déguiser, te mettre des robes, des machins, enfin je sais pas, je comprends pas. Ça, ça m'intrigue un peu quoi. Ouais, je sais pas, puis cette boîte de nuit là, ça a rien à foutre là, c'est... Et puis encore une fois, je vais y revenir tout à l'heure, mais boîte de nuit des années 30, hein, tu vois, avec les costumes de l'époque, etc., etc. T'as vraiment l'impression de regarder une série qui se passe dans les années, pendant la Seconde Guerre mondiale quoi. C'est un truc de fou. Donc dans cette boîte, on va voir un personnage à qui on va demander de l'aide donc pour avoir un bateau pour Daryl. Et contre toute attente, à ce moment-là, on a le retour de Quinn, le fameux Uber, la chauffeur Uber là, qui accompagne Isabelle et sa sœur, et qui a donc demandé justement à Isabelle de laisser sa sœur en plan. Donc on le revoit dans cet épisode. Apparemment, c'est lui le chef. Donc il y a eu cette boîte de nuit et on comprend que il y a un truc qui va pas quoi. Tu vois que le mec il est pas tranquille, il est pas bien. Il apprend donc la mort de la mère de la sœur d'Isabelle donc qui s'appelait Lily. Il apprend donc l'existence de ce gamin et que ce gamin eh bien c'est le fils justement de la sœur qui était enceinte à ce moment-là quand ils l'ont laissé tomber. Et là on apprend contre toute attente que le père de Laurent c'est Quinn. C'est Quinn qui a, excusez-moi de dire ça comme ça, mais qui s'est tapé la sœur d'Isabelle et qui l'a foutue enceinte par accident. Alors, c'est ce qu'il dit, c'est un accident, bref, ok. Alors, je sais pas parce que je me demande si en fait de savoir ça, que Quinn, donc c'est le père de Laurent, ça casse pas un petit peu le mythe du gamin qui serait une sorte de messie, etc. Tu vois. Parce que autant du côté de la mère, avec cet accouchement un peu spécifique, tu vois, un peu spécial, hein, d'une mère rôdeur qui met au monde un enfant en bonne santé. Ouais, tu peux te dire il y a un truc. Mais quand tu dis que le père c'est Queen, et qu'en plus, excusez-moi, mais ça a l'air d'être un gros enfoiré, bah ça casse un peu le truc en fait. Mais je suis pas surpris, je suis pas non plus choqué plus que ça, mais je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé que ça cassait un petit peu ce truc-là. Codron arrive très vite à rattraper, alors c'est assez phénoménal, c'est la vitesse à laquelle Codron rattrape Daryl et Isabelle. Alors je sais pas si eux ils ont des véhicules, mais j'imagine, parce que pour le rattraper aussi vite, ça me paraît un peu probable. Donc Codron arrive dans la boîte de nuit et parle avec Quinn. Et d'ailleurs, je pense que Quinn, étant donné qu'il y a une espèce de petit clash avec Daryl qui refuse l'aide de Quinn, je pense que Codron, il n'est pas impossible qu'il s'associe également avec Quinn pour choper Daryl, quoi, tout simplement. Donc Codron aperçoit Daryl. Il le poursuit, donc il y a une espèce de course-poursuite entre Codron et Daryl. Daryl se bat avec Codron. Il y a une espèce de bagarre entre eux, etc. Au moment où Daryl est quasiment à deux doigts de tuer Codron, Codron se fait sauver in extremis par des gens qui tirent des toits. Et l'épisode se termine par Daryl qui est sur un toit et le toit s'effondre. Le toit s'effondre en fait en dessous de lui et il tombe. Voilà. Fin de l'épisode. Alors, les amis, je suis désolé, mais là, je viens de vous faire une espèce de récapitulatif de l'épisode. Je pense que même en récapitulant ce que je viens de dire, on est d'accord que ça n'a pas l'air ouf. Visuellement, c'était quand même... c'était dur. C'était dur à regarder cet épisode et je suis assez mécontent parce que on sort d'un épisode 2 qui était assez intéressant avec une introduction qui franchement était hyper hypante où on voit donc
l'apocalypse à Paris, etc., etc. Tout ça, c'était super stylé. On a beaucoup de flashbacks d'ailleurs dans Paris. On a des flashbacks sur la sœur d'Isabelle. On comprend qu'elle était enceinte, que c'était elle la mère de Laurent. On comprend que également qu'elle va accoucher en étant morte et zombifiée d'un enfant qui lui va survivre. Il y avait plein de trucs intéressants. Cette communauté d'enfants, ou même, il est vrai qu'en se posant 5 minutes et en y réfléchissant, tu te dis que c'est quand même incohérent qu'il y ait cette communauté-là ici, qu'elle ait survécu. Enfin bref, il n'y a pas de problème. Mais en soi, c'est pas dérangeant, même si tu sens qu'il y a des petites incohérences par-ci par-là. L'épisode en lui-même est suffisamment bon pour te faire oublier ça et te dire, bah, t'as passé un bon moment avec des références à Peter Pan, avec Robin Williams, etc., qui rend l'épisode quelque part un peu poétique et assez sympa à regarder en fait. Avec des scènes assez spectaculaires. Bon, même si, je le dis encore une fois, j'aurais aimé en voir plus sur l'apocalypse dans Paris. On aurait dû, franchement, s'il y avait une scène où il fallait mettre vraiment le paquet sur le budget, c'était celle-là, et faire une scène assez longue, un petit peu à la Last of Us, tu vois, et faire un truc qui vraiment marque les esprits, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps dans la série Walking Dead, et dans tout ce qui l'entoure, hein, que ce soit la série ou les spin-offs. Et là, dans cet épisode, ben, je suis désolé, mais à un moment donné, déjà c'est mou, il se passe rien, il y a trop d'incohérences, des moments what the fuck, et je vous en parlais tout à l'heure, mais entre les pigeons, le pigeon qui s'appelle Zizou, les mecs qui utilisent des pigeons pour communiquer, le chef d'orchestre, là, le fou qui attache des zombies pour faire des chefs d'orchestre. Mais quelle idée tu fais ça? Je veux dire, même si t'es devenu un peu taré, je veux dire, mais ça n'a pas de sens, quoi. Et même si c'est encore une fois original et à regarder, je sais pas, il y a un truc qui se passe, tu vois, mais c'est trop what the fuck, je suis désolé, quoi. Enfin, le fait de voir des paysages et des monuments français, tout ça c'est stylé, mais bon après voilà, ça reste un cliché ambulant. Les Français, on est tous vus comme des gros bofs arriérés qui ne peuvent pas voyager autrement qu'en calèche, avec des costumes, t'as l'impression qu'ils ont été volés ça dans un musée. Les armes, j'en parle même pas, hein. On a tous des espèces de mousquets, là, par des trucs de la Révolution française. Alors que je suis désolé, mais j'ai vu en commentaire des gens qui me disaient oui, alors c'est plus facile de créer des munitions avec ce genre d'armes avec 3 bouts de ficelle, tu vois, que de trouver des munitions pour des armes plus récentes. Pas de souci, mais pour le reste. Non, parce que dans la série mère Walking Dead saison 11, qui se passe quelques semaines ou quelques mois avant le spin-off de Daryl. Jusque-là, on est d'accord. On n'est pas 25 ans après, quoi, tu vois. On est à la fin de la série mère. Série mère dans laquelle les mecs, ils ont des infrastructures, ils ont des radios pour communiquer, ils ont des véhicules de fous furieux, avec de l'essence et compagnie, ils ont des armures, ils ont des guns, je suis désolé, quoi, ils ont des fusils à pompe, ils ont des mitrailleuses, etc. Ils ont des armes d'époque. Donc ça veut dire quoi? Quand tu prends du recul sur les choses, tu te dis quoi au final? Que les Américains, ils sont hyper high-tech, et nous, on pue la merde, en fait. Mais vraiment, on pue la merde. Et puis il y a des fois, franchement, tu t'attends presque à avoir un zombie avec un béret, une baguette sous le bras et un camembert dans les mains, quoi. Tu vois, on en est presque arrivé là, quoi. Tellement c'est cliché de fou. Les noms, ils s'appellent tous Bernard, Richard. Enfin, tu vois, il n'y a pas un nom qui correspond, je veux dire, à ce qu'est la France aujourd'hui. Comme je l'avais évoqué dans l'épisode précédent, mais c'est vrai que t'as beaucoup de Enzo, de Timéo, des noms un petit peu, tu vois, qui sonnent un petit peu différents des noms qu'on donnait à l'époque, quoi. C'est limite, tu vas pas voir un gamin qui s'appelle Bernard ou René, quoi, tu vois. Non, je suis désolé, non, ça colle pas à ce qu'est la France de nos jours. Et c'est un cliché, encore une fois, ambulant. On est tous des bofs. Et puis, au-delà de tout ça, je suis désolé, mais j'en ai marre de voir que tout le monde parle anglais. Ça n'a aucune putain de logique. Et encore une fois, je l'ai dit dans l'épisode 2, quand les mecs s'adressent à Daryl, qui lui est anglais, et que tu lui parles en anglais, ok, je comprends aussi que ça serait chiant de devoir systématiquement parler français et d'avoir Isabelle qui se retourne à chaque phrase vers Daryl. Alors là, il vient de dire ça. Là, il a dit ça. Oui, je suis d'accord. Qui est un ou deux personnages qui parlent français, enfin anglais, pardon, et qui sert un peu de traduction, etc. Ou qui va directement parler en anglais à Daryl, pour que ça pose pas de problème, ok. Mais là, tout le monde parle anglais, de une, même si c'est des fois dans un anglais approximatif, je vous l'accorde. Mais là où ça me choque, c'est que même les Français entre eux se parlent en anglais. Et ça n'a pas de putain de sens, quoi. Isabelle, elle parle à Falou, je sais pas quoi, et ils se parlent en anglais. Vous êtes Français, putain. Et c'est pareil, je revenais dans l'épisode 2, j'avais relevé justement ça. Et quand je dis que la communauté, c'est intéressant, mais qu'il y a des incohérences, ben ça en fait partie. Je suis désolé, des gamins qui avaient 5 ou 6 ans pendant l'apocalypse et qui vont jamais foutre les pieds aux États-Unis, que je suis sûr ils sont même pas capables de savoir que ça existe. Enfin, dans la logique des choses, en tout cas, ils devraient pas. On s'en bat les couilles, tu vois. Tu vas pas visiter les États-Unis. Pourquoi parler anglais? Même les gamins, ils ont 12 ans, ils parlent anglais.
Et il parle mieux anglais que toi, s'il te plaît, quoi. Non, non, ça n'a pas de sens. Enfin bref, moi je vous dis, cet épisode, il m'a gonflé pour tout ça. C'est mou, il se passe rien, c'est trop what the fuck, ça n'a aucun sens. T'as des fonds verts, c'est mal géré, c'est dégueulasse. T'as des clichés ambulants, une boîte de nuit avec des bobos, enfin pour bobos, etc. Qu'est-ce que ça fout là? Ça n'a rien à foutre ici. Tout le monde parle anglais, ça n'a pas de sens. Tout le monde se parle anglais même entre eux, ça n'a pas de sens. En plus, la manière dont ça finit avec Daryl qui tombe dans un trou et hop, cut, fin, super. Super le cliffhanger, quoi. Ça donne tellement envie de regarder l'épisode 4. Waouh! Vivement la semaine prochaine! Putain, sans déconner, quoi. Et encore, heureusement qu'ils te mettent un teaser en fin d'épisode pour te teaser ce qui va se passer dans les épisodes prochains, pour t'ambiancer un petit peu. Parce que si tu cut à ce moment-là, générique et c'est tout, t'as pas envie de regarder l'épisode 4 la semaine prochaine. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Et puis, encore une fois, je suis désolé, mais c'est cliché ambulant de la France, où t'as l'impression que ça se passe... des fois, en fait, je sais pas. Des fois, t'as l'impression que ça se passe pendant la Révolution française, pendant les années 1800 ou je sais pas combien, quoi, tu vois. Et des fois, t'as l'impression que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Toi, t'as une ambiance, une atmosphère de Seconde Guerre mondiale. Enfin, je sais pas, moi, je comprends pas, quoi. Je comprends pas. On a quand même une civilisation. On est quand même on est quand même bien intégré dans tout ce qui est futuriste et compagnie. Et je comprends pas qu'on soit mis en avant comme une culture d'arriérés là qui vivent comme dans les années 30, quoi. Moi, je suis désolé, ça me choque en fait. Ça me choque visuellement. J'espère qu'ils vont se rattraper avec l'épisode 4. J'espère qu'ils vont se rattraper avec notamment les 3 épisodes qui restent à venir, hein, 4, 5, 6. Qu'on ait bien évidemment ce que j'attends en tout cas, qu'on ait des révélations sur comment Daryl est arrivé en France, qu'on avance un petit peu sur l'histoire qui tourne autour de Laurent, et en espérant que les épisodes se calment un petit peu sur les clichés, qu'on se calme avec le fait que tout le monde parle anglais et compagnie, et qu'on rattrape un peu de logique, et qu'on essaie plus de coller à des épisodes comme on a vu dans l'épisode 2, qu'à cet épisode 3. Parce que si tous les autres épisodes qui nous attendent sont du même niveau que celui qu'on vient de voir, et en sachant en plus qu'on a une saison 2 qui arrive, 2 saisons de cette merde, non, je suis désolé, non, 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 j'en suis presque à me dire que le spin-off sur Maggie et Negan était largement mieux. Hein. En tout cas, si je dois faire un comparatif entre l'épisode 3 et le spin-off centré sur Maggie et Negan. Donc, je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure encore une fois, je veux pas faire le mec qui gueule, etc. J'attends d'en voir plus, j'attends de voir la suite. Mais honnêtement, attendez-vous à avoir beaucoup de critiques, plus que des vidéos réactions. Hein. Parce qu'honnêtement, il est hors de question que je me fasse chier, encore une fois, passer une journée de montage pour faire 100 vues en 2 semaines, tu vois, hein, me faire chier comme je fais pour avoir cette merde, quoi. Non merci. Bref, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Dites-moi que je suis pas le seul, que ça a gonflé. Et encore une fois, je suis un gros fan de la première heure de la série. Certes, je gueule pour cet épisode, ça veut pas dire que ça y est, je tire un trait et tout Walking Dead c'est de la merde. J'attends d'en voir plus. Il y a encore le spin-off sur Ricky Mission qui doit arriver. J'espère vraiment, vraiment qu'on va avoir du positif à un moment donné avec cette série et qu'on aura une fin à la hauteur de ce que cette série mérite. Parce qu'honnêtement, de ce qu'on voit là, ça fait vraiment peur pour la suite et ce qu'on va avoir. Hein. Bref les amis, donnez-moi vos avis, vos opinions dans l'espace commentaire de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. J'ai très hâte même de voir vos retours. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous lâcher. Je veux savoir ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez votre plus beau pouce bleu sur la vidéo afin de me soutenir. Sachez que plus une vidéo est likée et commentée, plus celle-ci est mise en avant par l'algorithme de YouTube. Ce qui, bien évidemment, aiderait énormément la chaîne à évoluer. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux dont les liens sont disponibles en description de la vidéo. Et bien entendu, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.